Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire sur WhatsApp, en note vocale, et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube, sur cette page-ci, DMG TV. Donc n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, on va rapidement commencer aujourd'hui avec les 10 histoires. Écoutez attentivement, on commence avec la première histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous. Déjà vous dire de partager massivement parce que ça édifie les gens, ça édifie le monde et surtout ça nous apprend à être méfiants, à regarder un peu de plus près, à être observateur. Donc c'est vraiment ton émission, c'est vraiment une aubaine, donc on ne peut que t'encourager. Alors mon histoire, je l'ai vécue moi-même au Gabon. Alors il y a un pont qu'on appelle le pont Namba. Le pont Namba, donc j'étais allée déposer un ami à l'aéroport assez tardivement. Et donc, j'étais sur le chemin du retour. Et au niveau de ce pont, il y a eu quelque chose de mystérieux. C'est que devant moi, alors sur ce pont, donc de part et d'autre, il y a de l'eau. Hein. Donc pour les Gabonais, ils savent donc de quel pont je parle. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que je conduisais, j'avais déjà remarqué au départ qu'il y avait peut-être 2 ou 3 voitures qui étaient devant moi, les autres devant moi et d'autres derrière moi. Mais il y avait devant moi, c'est-à-dire sur la route, au milieu de la route, une femme, mais grande. Alors, comment décrire? Peut-être elle avait 2 mètres, peut-être qu'elle avait 3 mètres. En tout cas, comme un poteau. Elle était vraiment géante. Et ce qui est étonnant, c'est que cette dame, elle était habillée de raffia. Le raffia, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. C'est une matière textile qui est beaucoup utilisée dans une région du Gabon. Et c'est souvent utilisé pour le mariage. Elle était habillée en fait comme une femme, une dame qui se mariait. Voilà, comme une mariée, même mariée à la coutume. Et ce qui est étonnant, c'est que son teint, je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez, quand quelqu'un est resté longtemps dans l'eau et qu'on ressort cette personne-là de l'eau, elle avait comme un teint bleuâtre. Vraiment, c'est comme une morte en fait. Voilà, le teint d'une morte, le teint d'une blanche morte. Voilà, donc elle était bleue. Et c'est pas bon, c'est ce que je voulais vous raconter, que vraiment ces choses-là existent. Ces choses-là existent et c'est vraiment très imprudent. C'est très dangereux de se retrouver à des heures tardives dehors parce que c'est là où tous ces esprits-là, toutes ces entités-là sortent. Et ce qui se passe, c'est que j'ai traversé cette femme. J'ai traversé cette entité-là. C'est après que je me rends compte que, oh, mais je viens de voir un fantôme, je viens de voir une sirène. Et ce qui se passe, c'est que aucun des véhicules que je suivais n'esquivait cette entité-là. Et à un moment donné, je me suis demandé, mais est-ce que c'était là pour moi? Mais je pense que non. Parce que je pense que si cette entité-là avait été là pour moi, j'aurais certainement fait l'accident où je me serais retrouvée dans l'eau, dans le décor. Donc, je pense que certainement, elle devait attendre quelqu'un à ce moment précis. Voilà. Et il y avait sur son visage quelque chose de... un petit sourire narquois. Vraiment, c'était bizarre. Donc, je voulais vraiment vous faire partager ça. Et puis aussi, peut-être que parmi les Gabonais, il y en a qui ont
qui ont déjà eu cette expérience-là, justement, au niveau du pont Nomba. Et on sait que le pont Nomba, pendant une période, c'était vraiment un pont accidentogène. Il y avait beaucoup d'accidents entre des gens, toute une famille entière qui tombait de ce pont-là. Donc, voilà, c'était mon histoire. Et puis, je reviendrai peut-être pour d'autres histoires. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la deuxième histoire. Allô, DMG, bonjour. L'histoire que je viens te raconter aujourd'hui, vraiment, c'est pas moi qui l'ai vécue. Mais je tenais quand même à raconter cette histoire. Parce que moi, je ne croyais pas trop aux histoires des gens qui disent que non, quelqu'un est mort, on l'a revu. Donc, il y a un bijoutier qui était dans notre quartier. C'est une histoire qui se passe au Gabon. Un bijoutier, Benoît, qui est dans notre quartier. Un matin, il décède. Il a fait une crise, on n'a pas compris. Il a fait une crise et quand le temps d'arriver à l'hôpital, il était déjà parti. Donc, ils l'ont enterré, ils ont envoyé son corps au pays pour l'enterrer. 2 ans après, on est à la maison devant sa boutique parce que sa boutique se trouvait à son lieu d'habitation. Donc, on est devant sa boutique, la boutique qui est maintenant occupée par sa femme. C'est sa femme qui occupe maintenant l'espace totalement parce que c'était une boutique qu'il avait divisée en 2. Donc, il avait un espace qu'il occupait et l'autre, c'était pour sa femme. Maintenant, c'est la femme qui occupe tout l'espace. Donc, 2 mamans viennent vers nous le matin aux environs de 10 heures. Nous, on était, comme c'est une cour commune, on était net assis sous les marches d'escalier de sa boutique. Donc, les 2 mamans arrivent. Bonjour, bonjour. On vient voir le bijoutier. Ah, vous venez voir le bijoutier. Mais le bijoutier est décédé, ça fait déjà 2 ans. 2 ans comment? Ou bien on se trompe d'endroit. La dame précise le nom du bijoutier que non, c'est lui qui m'a fait les bijoux. La maman montre encore même les bijoux en question. Et on reconnaît souvent son travail parce que c'était un bijoutier. Vraiment, quand il te fait un travail, tu es très content. On regarde la qualité, on dit oui, c'est vrai, ça c'est son œuvre. La maman dit non, mais il y a de cela 2 semaines, je l'ai rencontré à tel endroit. Et il m'a dit d'amener les bijoux au quartier où il travaille. Il est toujours là d'apporter. Il dit à la maman, non, il est mort, ça fait déjà 2 ans. La maman n'a même pas eu le temps de beaucoup parler. Elle a seulement soulevé son sachet avec sa soeur. Elles sont parties. On a dit que, mais attendez, elles ont dit non, c'est bon. J'ai jamais vraiment cru à ces histoires de quelqu'un est mort, après on l'a revu. Et ce bijoutier-là, bizarrement, le jour de son décès, il y a eu peut-être 2 ou 3 personnes qui ont dit qu'ils l'ont vu à tel endroit, et ils ont décrit la tenue dans laquelle il est mort, la tenue qu'il portait le jour où il est mort. Parce que ce jour-là, il a fait un malaise vraiment, et il y avait du monde autour de lui. Donc le temps qu'on le transporte à l'hôpital, il était déjà parti. Et je te dis, DMG, les gens ont décrit textuellement la tenue que non, on l'a vu à tel endroit avec telle tenue à telle heure. Et quand on demande à sa fille, le matin, est-ce qu'il est sorti? Non, la fille dit non. Le matin, quand il s'est levé, il s'est lavé et aussitôt il est venu à son atelier. Donc c'est une histoire vraiment qui m'a fait comprendre que dans la vie là, c'est pas parce que tu n'as pas encore vu quelque chose que si on te dit que ça existe, il faut douter. Crois quand même, parce que la vie, rien n'est absolu. Rien n'est absolu.
Donc, c'était juste ma petite participation. Merci. Merci, merci. On passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, je te salue, je salue toute ta communauté. Et je voulais dire que j'apprécie le travail que tu fais et je suis tes histoires. Chaque fois que j'ai du temps, quand j'ai un peu de temps le soir ou sinon parfois le matin, je mets mon casque et puis j'écoute. Vraiment, c'est très édifiant et c'était une très très bonne idée d'avoir créé voilà ce concept-là, vraiment. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes parce que moi, en tout cas, ça m'ouvre les yeux parce que je vis en France et il faut dire qu'à chaque fois qu'on vient en Afrique, voilà, il y a plein de choses qu'on ignore ou bien qu'on ne fait pas attention ou bien il y a plein de petits signaux qu'on ne voit pas forcément. Maintenant, voilà, je suis beaucoup plus éveillée, quoi. Et l'histoire que je voulais te raconter ce soir, c'est quoi? C'est mon beau-frère, enfin mon ex-beau-frère. J'étais mariée à son grand frère il y a quelques années, avec qui j'ai eu ma fille. Et mon ex-beau-frère voulait tellement aller en Europe, puisque mon ex-mari là était venu en Europe très tôt. Son petit frère qui le suivait est venu en Espagne aussi très tôt. Donc du coup, il avait un frère en France, un frère en Espagne. Il fallait que lui aussi voyage, quoi. Et du coup, il était le seul garçon chez eux. Il restait seulement avec ses deux sœurs. Donc il voulait à tout prix partir, surtout pour jouer au foot. C'était un peu son rêve. Et un jour, on a fait les papiers et tout. Il a passé son il avait un, comment on appelle ça, je sais pas si on dit concours, une compétition de foot là, et il y a un club qui a bien voulu le prendre et tout, donc on a fait ses papiers. Il devait voyager comme dans 2 jours comme ça, et il est décédé 2 jours avant en fait. Il est parti un matin, disant à sa mère, oh je vais jouer au foot avec des amis du quartier, et puis avec ses amis du quartier en question, il n'avait pas, en fait, en sortant de la maison, il n'avait pas de problème de santé en tant que tel. Il ne s'était pas plaint ni de mal de tête, ni de maux de ventre, rien du tout. Il est parti comme ça, en fait. Comme il part d'habitude, il revient. Sauf que ce jour-là, il n'est pas revenu. On est parti appeler sa maman pour dire que il faut qu'elle vienne tout de suite parce que il a été frappé par la foudre. En plein stade. Ce que je vous raconte là, c'est vraiment en plein stade. Donc, il y a eu comme un tourbillon. Tout le monde s'est arrêté de jouer et apparemment, le tourbillon l'a frappé lui. Et ça fait comme si c'était envoyé pour lui, quoi. Ça l'a frappé, ça l'a électrocuté, quoi. Et il est mort sur le champ, en fait. Et quand sa maman, elle est arrivée, comme elle était tellement choquée, elle n'a pas fait la remarque, mais il manquait un vêtement à son fils, tu vois. Il avait le bas, mais il n'avait pas le haut. Et pourtant, en sortant de la maison, il avait le short et le haut. Donc, du coup, sur le choc, elle est partie avec le corps à la morgue. À la morgue, pardon. Elle n'a pas vraiment prêté attention qu'il manquait le t-shirt. Et plus tard, quand elle racontait l'histoire, c'est dans les détails qu'elle donne que les gens lui disent mais le t-shirt ou bien le maillot qu'il avait est où? Parce qu'il avait le short mais il n'avait pas le haut. Et c'est là où elle se rend compte qu'il y a un problème en fait. Est-ce qu'on lui a enlevé le haut avant qu'elle n'arrive? Est-ce que c'est quand la foudre l'a frappée parce que elle ne comprenait plus rien? Et en fait, quand elle a commencé à se poser des questions, 3 jours plus tard, elle se lève, elle ouvre sa porte le matin. Devant sa porte, il y a le maillot de son fils qui était posé devant, mais déchiré, quoi. C'était comme si quelqu'un avait coupé ça avec un ciseau. Vraiment déchiré, mais il était posé devant la porte. Et elle reconnaît bien que c'est ce maillot-là avec lequel son fils était parti jouer, quoi. Mais tout le monde était un peu dans le deuil, donc voilà, elle a ramassé le maillot. C'était le dernier habit que son fils portait sur lui en dehors du short qu'il avait en allant à la morgue. Donc du coup,
elle est partie enterrer son fils, mais elle a jamais oublié parce que c'était vraiment 2 jours avant son départ, 2 jours avant le voyage en question. Donc, ce que je peux dire, c'est que souvent on pense que on est caché, mais je pense que, comme on dit souvent, les murs ont les oreilles. Il y a des gens qui nous écoutent alors qu'on pense être caché parce que son voyage, c'était vraiment dans la discrétion, à moins qu'il n'ait dit à un ami ou quoi, mais vraiment personne ne savait parce que même quand il a passé ses compétitions de foot, on n'a pas voulu que ça s'ébruite trop, quoi, qu'on sache qu'il a été retenu. Donc du coup, ça nous a vraiment étonnés. C'était vraiment quelque chose qui était prémédité, qui ne devait pas partir. Il faut faire très 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 attention. Et aujourd'hui encore, le voyage n'est pas quelque chose de simple pour tout le monde. Donc quand on sait qu'on prévoit quelque chose comme ça, qu'on a un projet pareil, il faut se méfier de tout le monde, mais vraiment de tout le monde. Et puis moi je dirais continuer de liker, de partager et surtout de de mettre un pouce, voilà quoi. Ça ne coûte rien. Et puis surtout encourager la page, encourager l'initiative. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On passe à la 4e histoire. Laissez des commentaires, laissez des likes, partagez. Voilà. Salut DMG, DMG TV, toute la communauté de DMG. Aimez, likez, partagez les vidéos et surtout abonnez-vous. Moi, je suis guinéenne et je vis aux États-Unis. Et mon frère DMG, merci de m'avoir donné cette opportunité de raconter mon petite histoire. J'ai une toute petite histoire à vous raconter qui nous est arrivée, ma maman et moi, quand ma maman était en grossesse de moi. Et ça s'est passé dans une de nos régions en Guinée. Et ma maman, elle était à 8 mois de grossesse de moi. Et puis, vous savez comment ça se passe en Afrique. Et bon, je ne peux pas même dire en Afrique, avec les femmes en grossesse, elles ont tout le temps tendance à une préférence de nourriture la plupart du temps. Et puis, ma mère, elle avait l'habitude de faire le fonio. Ceux qui sont de l'ouest, surtout de la Guinée, le Sénégal et ou même le Mali, eux connaissent de quoi je parle. Le fonio, c'est des graines, petites graines, sorte de couscous, mais plus petit que le couscous encore. Et ça se prépare en plusieurs sortes de mets que tu peux consommer. Eh bien alors, ma mère, les matins, elle avait l'habitude de faire ce petit plat. Elle mettait du beurre de vache dessus. La fraîche, comment on appelle? Je m'excuse du terme. Le français me manque maintenant. Le frais, le beurre de vache frais qu'elle mettait dessus et puis elle mangeait avec. Ah bon, maintenant, je crois, un matin, il y a eu une vieille qui est venue chez nous là-bas, à la maison. Et elle a trouvé ma maman en train de manger ce plat. Et puis, elle a, comment on appelle, elle a demandé à ma maman si ma maman peut lui donner un peu. Et ma maman lui a servi. Et comme ma maman venait juste de commencer à consommer, elle lui a servi séparément et elle s'est assise. La vieille s'est assise, elle a mangé. Ça, c'était le premier jour. Donc, ça continuait comme ça. Et comme ma maman, c'était une habitude chez elle, tous les matins, elle en préparait. Elle préparait ça tous les matins. Il faut que ça soit chaud. Et c'est comme ça, elle aimait ça. Bon.
elle a, comment on appelle, elle faisait ça tous les matins. Et tous les matins, que vous savez, tous les matins, la vieille là se pointait là, juste au moment où ma maman était sur le point de commencer à manger. Et puis, elle l'en demandait à maman. Et maman lui donnait. Maintenant, je crois que ça a continué comme ça pendant plus d'une semaine. Et dites-vous que elle venait tous les matins. Et puis, un beau matin, elle est venue, elle a trouvé que ma maman avait fini de manger. Et puis, elle s'est assise. Elle regarde la mère. Elle dit à ma maman, ton plat que tu as l'habitude de me donner tous les matins là, est-ce que je peux avoir encore aujourd'hui? Maman dit non, mais c'est fini. J'ai fini de manger, c'est fini. Elle dit en tout cas qu'elle part pas. Il faut que ma maman lui en donne. Que c'est sûr qu'elle en a gardé dans la maison. Il faut qu'elle lui en donne. Maman dit mais je n'en ai plus. J'ai fini de manger. Désolée. Ok. Et ça n'a pas découragé la vieille. Elle s'est assise et puis voilà. Bon, moi, j'ai des grands frères, des demi-grands frères du côté de papa, paix à son âme, et qui étaient là, qui suivaient la scène. Donc, ça les a énervés parce qu'ils voyaient l'histoire qui se passait, qui se déroulait tous les matins entre la même vieille-là et ma maman. Et puis, ils laissaient tomber. Mais ce jour-là, comme... pas quoi, ils étaient pas contents, mes frères, mes grands frères, ils étaient pas contents. Et puis, ils ont commencé à respecter et puis à dire à la vieille de sortir de la concession. Et ils l'ont chassé, ils ont pris même des bois et ils ont crié sur la vieille et puis elle s'est en allée par la force, disons. Et maintenant, le même jour, dans les bandes, selon ma maman, dans les bandes de 16h, 17h, comme ça, et il était question qu'elle parte à une cérémonie. Donc, elle est allée se faire belle, comme d'habitude, en allant dans les cérémonies. Et là, elle devrait passer chercher une de ses copines à côté qui vivait juste à côté de notre maison aussi, pas loin de là. Et maintenant, en allant là-bas, il fallait qu'elle traverse un petit sentier pour aller chez sa soi-disant copine. En allant, juste au niveau du petit sentier là, c'est comme si quelque chose ou bien quelqu'un lui dit « Regarde ». En bas, et comme on appelle sur le sol, là où tu as mis le pied, et voilà qu'elle se rend compte que elle est venue en contact avec un serpent. Et dites-vous que chez nous, je ne connais pas pour les autres pays, mais chez nous en Guinée, certainement les Guinéens ou les Guinéens qui vont écouter, comme on appelle cette histoire, le diront. Dans nos coutumes, le serpent a... je ne sais pas comment dire ça. Quand le serpent voit les femmes en grossesse, ils sont anéantis. Et c'est ça. Tout le monde connaît ça chez nous. Ça fait partie de nos coutumes et mœurs ou quoi que ça soit. Bon, dès que ma maman s'est rendue compte qu'elle est venue en rencontre d'un serpent, le temps de reculer, le serpent l'a mordu. Et quand le serpent l'a mordu, et le temps d'aller soulever son pied, le serpent avait disparu, elle dit. Mais, comment on appelle, elle a eu la chance, juste le petit sentier là était juste à côté de la grande route principale. Et ça a trouvé qu'au même moment où cela se passait,
il y avait le gouverneur de cette région qui passait avec son chauffeur. Et comme il connaissait ma maman, et, entre parenthèses, mon papa était aussi politicien. Bref. Donc, dans les temps. Donc, ils connaissaient ma maman. Donc, ils ont reconnu ma mère en passant. Et à peine qu'ils ont reconnu ma maman est tombée. Ma maman n'a pas suivi que eux ils étaient là, mais eux ils ont aperçu ma maman en train de tomber dans le sentier là. C'est en ce moment qu'ils ont couru, le gouverneur là et son chauffeur, ils sont venus au secours de maman et ils lui ont fait, comment on appelle, un garrot sur le pied. Et heureusement qu'on n'était pas loin de l'hôpital. Et ils l'ont amené à l'hôpital. Donc, on lui a fait les petits soins qu'il fallait. Heureusement que le venin n'était pas trop monté. Et ça n'a pas fait trop de dégâts extérieurement, disons. Extérieurement. Mais maman disait que depuis ce jour, comme elle était en 8 mois de grossesse de moi, depuis ce jour quand même, elle a commencé à avoir des fortes brûlures d'estomac. Bref. Donc, ils lui ont fait les soins et tout, et puis elle est rentrée à la maison. Maintenant, toute personne qui avait appris cette histoire dans cette région, dans les contrées là, se sont dit que non, c'est pas possible. Comment on appelle, un serpent mordre une femme en grossesse, ça, c'est du jamais vu. Ça, il y a quelque chose derrière. Bref. Et puis, donc, comment on appelle, comme mon papa était absent selon maman, il était en mission. Et mon grand-père maternel, il vivait, lui aussi, il habitait dans cette même région que mes parents. Et dès qu'il a appris ça, il est venu et ils ont fait des prières, fait des rituels et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, comme en Afrique, on fait les choses. Et après avoir fait ça, et ça n'a même pas fait 3 jours, la vieille en question qui venait chez maman tous les matins, commander le plat spécial dont je vous ai parlé là, et elle est décédée. Et c'était une vieille qui était venue, c'était une des voisines d'à côté. Je veux dire, c'était la grand-mère d'une des voisines d'à côté, selon ma maman. Donc, elle était venue elle était venue en séjour chez ses parents là-bas, la vieille en question, et puis voilà, l'histoire là s'est passée comme ça entre elle et ma mère. Et comme je vous ai dit, après les rituels et prières et tout ce qui s'ensuit, juste 3 jours après, elle a rendu l'âme. Et puis voilà, c'est comme ça que tout le monde a su qu'elle était vraiment sorcière et que c'est elle qui s'était transformée en serpent pour mordre ma mère. Et maintenant, quand moi je suis née, quelque temps, peut-être moins de mois après, maman est rentrée en travail. Et puis, quand elle a accouché de moi, j'ai mon bras gauche qui était tout noir et puis le cou qui était noir aussi comme du charbon. Et tout le monde disait que c'était le venin du serpent. Et donc, au fil du temps, quand j'ai commencé à grandir un peu, c'est en ce moment que j'ai demandé à maman, parce que quand je me regardais dans le miroir, je voyais le cou qui était noir, qui est toujours noir. Je lui dis, mais maman, pourquoi j'ai le cou noir comme ça? Et je fais tout pour me laver, étant petite, quoi. Et je fais tout pour pouvoir enlever ça lève pas, mais quel est le problème? Et c'est en ce moment, elle m'a raconté l'histoire, là. Elle m'a dit, oh, c'est à cause du venin du serpent qui m'avait mordu pendant que j'étais en grossesse de toi. Mais au fil du temps, avec mon bras, ça c'est parti. Mais jusqu'à présent, après plus de 40 ans de vie,
j'ai toujours le cou qui est là noir. Je pense que je mourirai avec ça. Le cou est toujours là noir. Tout mon corps est brun d'une manière brunâtre, mais le cou est resté noir. Ça, c'est quelque chose que je suis sûre que je mourrai avec. Donc, c'était juste ma petite histoire. C'est juste pour vous dire qu'il y a des moments que, en faisant la charité à d'autres, en tendant la main à d'autres, on a tendance aussi à se faire du mal. Parce que là, je me dis, si peut-être le tout premier jour que ma maman ne lui avait pas habitué à cette vieille-là de lui donner le plat, là, que rien de tout cela ne serait arrivé. Juste mon point de vue. Mais on ne sait jamais aussi. On ne sait jamais. Et puis, donc voilà, c'était tout mon petite histoire. Et puis voilà. Bon, merci mon frère DMG, encore une fois, de m'avoir donné cette opportunité de raconter mon petit débâcle. Et j'en ai plein. J'en ai plein. Et par la grâce divine, j'aurai le temps de partager avec vous. Et surtout, que Dieu vous protège. Très bonne continuation. Et tout le monde, s'il vous plaît, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Moi, je partage beaucoup des histoires DMG et j'en parle aussi à beaucoup de gens. Et puis voilà quoi. Et ainsi de suite. En tout cas, bonne continuation et bonne chance. Merci encore une fois pour cette opportunité. À plus. On passe à la 5e histoire. Merci. Bonsoir DMG. Likez, partagez afin que la communauté grandisse. Je vais raconter mon histoire. Je préfère taire le nom du village ou de la ville. Donc, mon histoire se déroule dans un village. J'étais encore petite. Je devais avoir entre 10 et 11 ans. J'étais chez ma tante. Ma tante était mariée et elle habitait avec sa filleule. Sa filleule, je vais la nommer Diane, plus son petit-fils. Les deux étaient plus âgés que moi. Ils avaient entre 14 et 15 ans. Donc moi, je dormais avec Diane et le garçon, il avait sa chambre seule. C'est comme ça que, au village à l'époque, il n'y avait pas le courant. Le village était à 10 km de la grande ville. Donc, on utilisait les lampes tempêtes, pas de goudron. Et c'était la vie au village, quoi. C'est comme ça que un jour, un vendredi au samedi, ma tante, généralement le vendredi, c'était le jour du manioc où les mamans faisaient les travaux du manioc afin que samedi matin, le manioc puisse être cuit. Maintenant, elle devait attacher le manioc pour que au moins 6 heures, le manioc soit au feu et qu'elle puisse l'enlever au plus tard vers 14 heures. Parce que le manioc buait au feu, elle faisait des grandes quantités, vu qu'il y avait une partie qu'on mangeait, une autre partie qu'elle vendait. C'est comme ça que mon oncle est parti à la pêche. Nous, on est restés à la maison. Ma tante s'est levée. La nuit, on dormait. À l'époque, il n'y avait pas de fermer les portes, machin. On rabattait simplement la porte. Maintenant, nous sommes allés nous coucher. Quand on va se coucher, notre porte n'avait pas de serrure. Donc, on mettait simplement une pointe derrière la porte, ce qui nous servait de serrure pour fermer la porte quand on était à l'intérieur. C'est comme ça que nous sommes partis nous coucher, Diane et moi. Bon, maintenant, il y a une petite parenthèse. Diane avait un oncle qui était catéchiste. Et c'est chez lui qu'on faisait la catéchèse. Avant, il n'y avait pas... on n'allait pas à l'église pour dire que c'est à l'église où on va trouver un aumônier pour qu'il nous apprenne la catéchèse. Donc, c'est chez le papa là que tout le monde partait faire la catéchèse. Et il était marié. C'est comme ça que l'oncle là
sa femme décède, l'oncle Diane, sa femme décède. Quand la femme décède, bon, je vais prendre un nom d'emprunt pour la femme du catéchisme, je vais l'appeler Ma-Claire. C'est comme ça que Ma-Claire décède. Bon, nous, on est au village, elle était soupçonnée d'être sorcière. Bon, ceux qui ne croyaient pas, semblerait-il que quand tu disais que Ma-Claire n'apparaît pas, on ne voit pas Ma-Claire, vous êtes des menteurs, elle apparaît devant toi et te pose la question. Tu m'as donc vu? Quand tu m'as vu là, qu'est-ce que ça te fait de me voir? Maintenant, tu crois que j'apparais, que j'existe vraiment, que je ne suis pas morte. Elle avait pour habitude de faire ça dans tout le village. Donc, ça fait que le village était devenu triste. Les gens, c'est à peine si les gens se baladaient. Il n'y a que les courageux qui parvenaient à sortir. C'est comme ça que nous sommes allés nous coucher. On a fermé notre porte, comme j'ai expliqué là. Nous, on dormait pour nous tranquille. Quand on dort, ma tante à la cuisine en train de faire le manioc. Mon oncle est parti à la pêche. Mon frère, il dort de l'autre côté là-bas. Nous sommes les deux filles. Nous sommes dans notre chambre en train de dormir. C'est comme ça que tard dans la nuit, Diane descend. On avait les escaliers pour aller à la maison. Elle descend les pas sur les escaliers. Tap, 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 tap. Mais, chose curieuse, elle est toute mouette. Elle transpire. Elle a peur. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle est dépassée. C'est comme ça que elle essaye de me réveiller. Moi, je ne me réveille pas. Je dors sincèrement et profondément. À croire qu'on m'avait donné quelque chose, je ne sais pas. Je dors. C'est comme ça que elle a commencé à me bousculer en se disant qu'en me bousculant, je vais me réveiller. Rien. Oh. Elle a commencé à me pincer la main, pincer, griffer même. Je ne réagis pas. C'est comme ça qu'elle dit, oh, aujourd'hui, là, pour moi, est arrivé. Oh. Elle est sur le lit. C'est comme ça qu'elle ressent les pas. On ouvre la porte centrale. Quand on ouvre la porte centrale, on ouvre la porte de notre chambre. Quand on ouvre la porte de notre chambre, elle voit Ma-Claire. Ah. Mais elle dit, pendant ce temps, elle a commencé à prier intérieurement. Ma-Claire monte sur le lit. Quand Ma-Claire monte sur le lit, Ma-Claire vient vers elle. Ma-Claire vient. Elle dit, elle était couchée sur le dos. Ma-Claire vient vers elle. Ma-Claire lui fait le signe de croix sur le front. Elle dit qu'elle ne sait pas la force qu'elle a eue. C'est comme ça qu'elle a rendu à Ma-Claire le signe sur le front. Ma-Claire s'est énervée. Quand Ma-Claire s'est énervée, elle a soulevé la main comme ça pour la gifler. Elle dit, elle ne sait pas ce qu'elle a eu comme force. Elle a crié le nom de Dieu. Elle a appelé Dieu, appelé Jésus. Elle s'est retournée. Quand elle se retourne, Ma-Claire a disparu. Elle a tellement crié. Moi, je suis toujours endormie. Je n'entends rien du tout. C'est les autres mamans qui étaient aussi à la cuisine en train de faire le manioc comme ma tante, qui entendent les cris. Donc, elles viennent maintenant en courant. C'est comment, il y a quoi ici, il y a quoi. C'est comme ça que ma tante dit quoi comme quoi. Elle dit, oh, tu n'entends pas les cris là. Ma tante dit, non, je n'entends rien. Il y a quoi? C'est comme ça qu'elle dit, ah, attendez, je vais regarder les enfants. Donc, quand toutes les mamans là montent maintenant, elles viennent dans la grande maison. Ma tante commence par notre chambre. Notre chambre est fermée. Elle cogne. Diane est là. Diane ne bouge pas. C'est comme ça que je me réveille. Je traverse Diane. J'ouvre la porte. Oh, il y a quoi? Ah, moi, j'ai les yeux du sommeil. Je ne comprends pas. On me réveille subitement pour me demander il y a quoi. Je vais dire qu'il y a quoi. Mais je ressens la douleur au bras. C'est comme ça que je regarde. Je vois que j'ai des griffures au bras. J'ai tellement m'a griffé. Je dis, ah. C'est comme ça qu'on va maintenant vers Diane qui ne bougeait pas. On constate que Diane a fait pipi sur elle. Tout le lit est mouillé. Elle a transpiré. Elle a fait sortir toutes les sueurs de son corps. Diane, c'est comme ma tante a commencé à pleurer. Oh mon Dieu, j'ai ramassé le problème. Le pauvre enfant qu'on m'a confié avec amour. Voilà l'enfant qui ne réagit pas. Voilà l'enfant qui ne se réveille pas. Je vais dire quoi? Maman, aidez-moi. Aidez-moi. C'est comme ça que les autres mamans lui disent que, ah, toi aussi, tu aimes trop paniquer. Calme-toi. Tu ignores qu'on a un phénomène dans ce village que Ma-Claire visite les gens. Et que Ma-Claire, c'est la femme de son oncle. Calme-toi. C'est comme ça qu'on soulève Diane, on amène Diane au salon.
Les mamans là sont parties, on la déshabille. Les mamans là sont parties derrière la maison, cueillir les feuilles, cueillir tout. On a mis dans la bassine. D'autres ont fait, une espèce de collier. Le collier, on a mis dans tous les orifices de Diane, les yeux, les narines, les oreilles, partout, là où vous pouvez imaginer que c'est ouvert, partout, on a mis sur Diane. Diane réagit toujours parce que c'est comme ça qu'on l'a lavé. On l'a soulevé, on a changé les draps, tout. On a tourné le matelas, vu qu'elle avait fait pipi, on a mis un plastique, on a refait le lit. On allait déposer Diane dans la chambre. Même dans la chambre, elles avaient versé des trucs, versé des choses. C'était peut-être pour chasser le fantôme de Marc-Claire. C'est comme ça qu'on a reposé Diane sur le lit. Moi, est-ce que j'ai encore dormi? J'ai dit à ma tante que moi, je ne reste pas ici. Même le manioc que la pauvre femme faisait à la cuisine, elle n'a plus fait le manioc. Elle s'est assise là à observer Diane. Donc, on est resté là. C'est comme ça que jusqu'à 8h, 8h30, les autres mamans, elles avaient posé leur manioc au feu. Elles sont donc venues aider ma tante, vu que ma tante ne pouvait plus continuer le manioc. Elles sont venues aider ma tante à attacher le manioc et mettre la marmite au feu. Mais avant de commencer ce travail-là, elle vient prendre les nouvelles de Diane. Oh, l'enfant, c'est comment? Ma tante dit, elle dort toujours. C'est comme ça qu'une autre est venue avec une autre feuille. Elle a tapé sur Diane. Quand elle tape sur Diane, Diane sort d'un profond sommeil. C'est quoi? C'est comme ça qu'on fait asseoir Diane. On lui demande, c'est quoi? Il y a eu quoi la nuit? Pourquoi tu as crié? Elle dit, oh, non, moi je pensais que je dormais avec quelqu'un. Mais celle-là, je l'ai pincée, j'ai fait des choses. Elle ne s'est pas réveillée. C'est Marc-Claire qui est venue me voir la nuit. Marc-Claire, oh, tu avais un problème avec elle? Oh non. Ah, mais c'est comment? Ça fait plus de 4 ans que toi tu habites ici. Comment Marc-Claire va venir te visiter? Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Explique. C'est ça qu'elle dit, oh non, je dormais, j'ai entendu. Elle a expliqué tout ça là. J'ai fait le signe de croix. C'est comme ça que une maman a dit, tu as bien fait. Tu as bien fait. Elle dit, je priais intérieurement. On dit, tu as bien fait. C'est comme ça qu'elle, on l'avait maintenant emmenée chez un ganga là-bas. Il semblerait qu'elle avait la tête ouverte. Hein. On allait bloquer là-bas pour qu'elle ne puisse plus voir ni les fantômes, ni les mauvais esprits, que personne ne vienne plus la tenter. L'histoire de Marc-Claire ne s'arrête pas là. Marc-Claire a sémé la pagaille dans tout le village. Au point où on allait voir, les sages sont allés voir le curé qui était à 10 km de la ville. Pour lui dire que, nous là-bas au village, c'est grave, on ne dort plus, voilà. Le curé dit d'accord. Le curé est venu un dimanche. Quand le curé vient un dimanche, on a d'abord fait la messe. On a fait la messe, c'est comme ça que le curé se rend à la tombe, qui était à la mission catholique, se rend à la tombe avec la chorale sur la tombe de Marc-Claire. Quand le curé arrive sur la tombe de Marc-Claire. À l'époque, il n'y avait pas les fleurs, les gerbes de fleurs, machin là. Donc, c'est des fleurs qu'on plantait simplement. Après qu'on ait recouvert la tombe de la terre battue, on piquait les fleurs et les fleurs restaient à pousser seules. C'est comme ça que le curé a déraciné une fleur. Quand il déracine une fleur, il dit Marc-Claire n'est pas là. Donc, on attend. La chorale s'est mise à chanter. C'est les grandes personnes qui étaient parties. Nous, les enfants, nous avaient chassés. Mais est-ce qu'on était partis? On est resté sur la route pour les attendre. Qui devait aller à la maison, aller trouver Marc-Claire? C'est pas moi. Donc, on est resté là sur la route à les attendre. Chanter vers 16h. Il guette encore. Elle n'est pas là. C'est comme ça que monsieur l'abbé dit, oh, regardez, tout autour de la tombe, il y avait les empreintes d'un animal. Donc, c'est comme ça qu'il dit que Marc-Claire était déjà en train de se transformer en un animal féroce, comme le lion, le tigre ou la panthère. Donc, elle devait tétaniser tout le village et faire un black and white sur le village. C'est comme ça qu'il dit non, rentrez. Marc-Claire n'est pas là. C'est comme ça que la chorale est rentrée. Il semblerait que la nuit, il est parti chercher le renfort. Il est parti chercher d'autres prêtres
exorcisent. Donc, quand ils descendent maintenant sur la tombe la nuit, ça c'est le matin, il y a certains qui l'ont vu, mais lui il s'est dit qu'on ne l'avait pas vu, on ne les avait pas vus. Donc, c'est comme ça qu'ils descendent sur la tombe. Ils ont fait le travail. Depuis ce jour-là, on n'a plus jamais entendu parler de Marie-Claire ou bien de Machin ou bien de quoi que ce soit. Si d'autres reconnaissent cette histoire-là, ils viendront témoigner parce qu'elle a tellement traumatisé des gens de famille en famille. Là où elle avait un lien de parenté, elle venait toujours, elle apparaissait. Donc, beaucoup connaissent cette histoire-là. Ok. Partagez, likez afin que le groupe puisse grandir. Bonne écoute à vous. Voilà. Donc, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous. Partagez, likez, voilà, mettez des pouces, voilà, faites de bons commentaires, c'est important. Partagez au maximum pour édifier le plus grand nombre. Alors, je reviens pour une autre histoire que j'ai vécue aussi. À cette époque-là, j'avais aménagé dans un quartier avec mes enfants, mon mari. C'est un quartier qu'on appelle Bel Air, le quartier Bel Air. Et là où nous avons aménagé, il y a, on va dire, peut-être à une centaine de mètres, 200 mètres, il y a la mangrove. Et alors qu'un jour, j'étais en train de nettoyer la véranda, c'était quand même assez tard, peut-être vers 19h, je passais le dernier balai, comme on dit souvent, avant de tout fermer. Et j'ai entendu un cri, mais un cri strident. Et ce n'était pas un cri humain. J'ai eu le réflexe d'enregistrer ça. C'était vraiment un cri, mais particulier. Et à partir de là, alors que j'ai fait écouter à plusieurs personnes ce cri, j'ai fait écouter par des amis qui ont fait écouter à des pasteurs. Et les pasteurs disaient que c'était un cri bourré de démons et que assurément c'était une sirène. Alors pourquoi je parle de la mangrove? C'est parce que maintenant, quand je pose la question à ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire les gens qui habitaient dans le quartier avant nous, ils disaient que même la maison dans laquelle on se trouve, en fait, la mangrove aussi était là. Donc ça fait qu'ils n'ont fait que rembler pour repousser la mangrove. Et alors c'est là où j'ai compris que effectivement il y avait quelque chose. Et après cela, alors que tout le monde était parti, les enfants étaient allés à l'école, mon mari était au travail. Moi, je n'avais pas encore commencé le travail. J'avais terminé de faire mon ménage, les tâches ménagères, de préparer, etc. Et puis voilà, j'ai décidé de m'allonger un peu. Et quand je me suis allongée, dès que j'ai fermé les yeux, j'ai ressenti comme une masse, mais une masse obscure sur moi. Voilà. Mais comme à l'époque aussi, je priais déjà, alors je pense que j'ai invoqué le nom de Jésus et puis cette chose-là a disparu. La fois d'après, là, cette masse, je pense que comme cette masse a vu que il n'y avait pas matière elle ne pouvait pas comment dire ça, elle ne pouvait pas m'envahir, alors que je dormais avec mon époux, cette masse, pareil, cette grosse masse noire voulait aussi justement posséder mon mari. Et j'ai fait la même chose, j'ai prié. Et ensuite, l'autre événement, c'est que ma fille, une de mes filles, voulait aller se laver, prendre sa douche, et elle était terrifiée, elle a crié, elle a poussé un cri d'effroi. Et lorsqu'elle décrit, elle dit qu'elle a vu donc au fond de la douche une grosse masse noire, avec des gros yeux globuleux, mais vraiment d'une blancheur. Et le reste du corps, mais vraiment noir, vraiment sombre, vraiment ténébreux. Et j'ai compris que
c'était cette chose-là, depuis que j'avais enregistré le fameux cri. Et puis, dans mon rêve, voilà, j'ai dormi. Dans mon rêve, en fait, je vois... Alors, dans mon rêve, j'avais apparemment organisé une petite fête. J'avais organisé une petite fête et j'ai vu en fait comme une femme qui était en train de... En fait, elle ne me regardait pas de face, mais elle longeait le mur. Parce que je vous dis, je suis quelqu'un, je prie énormément. Elle longeait en fait le mur et me regardait en fait du coin de l'œil. Et moi, je lui disais, c'est comme si en fait on communiquait mais avec la pensée. Et je lui disais simplement que essaye de rentrer ici, je vais te frapper, je vais te déchiqueter. Et puis voilà comment je rêve où elle est en train de me dire que je vais casser ton téléphone en 1000 morceaux. Parce que comprenez bien que c'est parce que j'avais enregistré cette voix-là. J'avais enregistré ce cri-là. Je vous assure, pire qu'une... Vous voyez les sirènes des voitures de police ou je sais pas, ou d'ambulance là. C'était rien à côté de ça. Et effectivement, et c'est ce qui s'est passé la fois d'après, mon téléphone, mes bien-aimés, s'est cassé en 1000 morceaux. L'écran s'est cassé en 1000 morceaux. Et après, je la voyais où elle longeait en fait ma maison. Je la voyais parfois, elle avait une tête de chien avec un long corps de sirène. Ou encore, ce qui se passait, c'est que quand je me trouvais dans ma cuisine, je ressentais toujours cette grosse masse derrière. Et après, mon époux et moi, nous avons décidé de partir de cet endroit-là parce que c'est un endroit diabolique et les gens racontaient qu'effectivement, il y avait des apparitions de sirènes et tout ça. Voilà, c'était ça. Donc vraiment, soyez méfiants, restez surtout dans la prière parce que la prière vraiment écarte ces choses-là. Quand vous êtes sujet à ce genre de choses, la prière, c'est le meilleur moyen. Et parce que quand on prie, en fait, inconsciemment, on enregistre le nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus qui sauve, qui délivre. Voilà, on passe à la 7e histoire. Merci de laisser des commentaires, de liker, de partager. Bonjour DMG. Je te remercie déjà pour le badge. Merci. Et je vous remercie aussi pour votre chaîne. C'est vraiment une chaîne qui m'a beaucoup ouvert les yeux. Et j'ai beaucoup compris certaines choses dans la vie. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée par ma grand-mère. Un couple vivait dans un village et le couple avait pour habitude d'aller au champ. Donc, un jour, le mari est parti seul au champ, mais pour aller au champ, il marchait sur une route, mais de part et d'autre, il y avait deux grands champs de cacao. Alors un jour, l'homme a laissé la femme à la maison, il est parti seul et en route, il a ramassé une pièce, ne sachant pas que cette pièce allait l'entraîner dans des mauvaises choses. Lorsqu'il ramasse la pièce, en rentrant à la maison, il commence à faire des fièvres. Sa femme lui demande que c'est comment, qu'est-ce qui se passe. Le mari dit il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a ramassé une pièce en chemin quand il rentrait du champ. Alors, ça a insisté. Le mari est décédé. Ah, la femme a pleuré, elle a pleuré. Elle ne savait pas pourquoi son mari est décédé. Elle ne connaissait pas la cause de la mort de son mari. Alors le temps
le temps a passé et elle a continué à aller au champ. Un jour, elle partait au champ, puisque je disais tantôt que lorsqu'elle il s'est rendu au champ, il empruntait une route qui avait de part et d'autre des champs de cacao, des grands champs de cacao. Donc lorsqu'elle est partie après le décès de son mari, elle est partie en marchant, elle constate un homme qui est en train de travailler dans le champ de cacao. Mais elle a reconnu le visage, elle se disait qu'elle hallucinait. Elle a fait comme si de rien n'était. Le deuxième jour, elle a vu la même chose. Elle a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais lorsqu'elle voyait l'homme ressemblait textuellement à son mari. Et l'homme ressemblait textuellement à son mari. Mais c'était du genre, lorsque elle le voit, le gars s'est téléporté. Je sais pas comment je peux dire ça. Donc il s'est téléporté. Il le voit là. À une minute à l'autre, il est déjà à l'autre côté. Il s'est téléporté un peu. C'était du genre, il n'était pas sur place. Il s'est téléporté. Et lorsqu'elle appelle le nom de son mari, il disparaît. Après, elle dit non, ça c'est louche. Elle est partie chez un grand maître spirituel, un grand praticien, aller savoir qu'est-ce qui n'allait pas, et elle voulait aussi savoir elle voulait aussi connaître la cause de la mort de son mari. Son mari lui a dit, moi je peux pas te dire, mais je vais te dire quelque chose, et cette chose-là, tu vas la mettre en pratique. Comme ça, ton mari lui-même va te dire pourquoi il est mort, qu'est-ce qui lui a tué. Alors, le maître praticien lui a dit, ton mari, il est mort, mais son esprit ne repose pas. Son esprit a été pris et il travaille dans un grand champ de cacao. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque le mari rentrait souvent le soir, manger la nourriture, il avait souvent une place sur laquelle il s'asseyait. Sa femme, le maître spirituel lui a dit, tu vas aller à la maison, tu vas fabriquer un lit en cœur de bambou. Et ce lit en cœur de bambou, tu vas le mettre à la place où il a souvent l'habitude de s'asseoir. Et lorsqu'il va s'asseoir, il sera condamné, il ne pourra plus bouger. Et comme ça, il pourra te dire pourquoi est-ce qu'il est mort. Donc, la femme est partie. Elle a fini de faire manger et la place sur laquelle le mari avait pour habitude de s'asseoir lorsqu'il vient manger, elle constatait que quelqu'un venait souvent manger la nourriture. Elle a fini de préparer, la déposer et elle a fabriqué le lit, elle a mis ça à la place. Et lorsque le gars vient en téléportation, il s'assoit, il commence à manger. Maintenant, lorsqu'il veut se lever pour partir, c'est là où il est condamné. Il n'avait plus à se déplacer. Et la femme, lorsqu'elle voit son mari, tout en larmes, les larmes commencent à couler. Elle pose la question à son mari, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es mort, qu'est-ce qui s'est passé? Et le mari lui dit, non, je suis mort, mais mon esprit a été pris. Je ne repose pas, je ne suis pas en paix. Mon esprit travaille dans les grands champs de cacao. C'est pour cela que je suis souvent en téléportation. Je me téléporte, tu le vois là, une minute à l'autre, il est de l'autre côté, ainsi de suite. Mais j'ai oublié une partie, et le maître spirituel lui avait dit qu'après ça, il va disparaître et il pourra se reposer en paix.
Donc, après ça, il a disparu. Donc, il s'est reposé en paix. C'était un peu ça ma petite histoire. Le conseil que je peux donner, c'est que il faut parfois se méfier des choses qu'on voit par terre. Faut pas ramasser des choses n'importe comment. C'était un peu ça, ma petite histoire. Merci et à bientôt. Voilà. Merci pour l'histoire. On passe à la 8e histoire. Bonsoir, DMJ. J'espère que je te porte bien. Une fois de plus, je tiens à te féliciter et t'encourager pour tout ce que tu fais pour pouvoir ouvrir les yeux aux gens, quoi. Que le Seigneur continue à te bénir et te donner la sagesse. Bon, je raconte cette histoire aujourd'hui pour sensibiliser les femmes en général avec les amitiés et tout consort. Voilà, à l'âge de 20 ans, je fais mon premier enfant. Je fais un garçon, un enfant de près de 5 kilos. 5 kilos, il avait 4 kilos 820 grammes. Joli garçon, je fais mon garçon, né normalement. L'enfant commence, dès la naissance, l'enfant avait un bon poids, il a continué à avoir son poids. Donc c'était le genre d'enfant vraiment gros, comme on dit souvent, les bébés bien nourris, comme on dit souvent là. Tout beau, tout gros, tout rond, là, bien portant. J'avais une amie au quartier. Bon, en fait, ce sont eux qui ont vendu le terrain à ma maman. Sa mère était l'amie de ma mère aussi. Je peux appeler ça comme ça parce qu'elles s'entendaient, se racontaient leurs petites choses et tout et tout. Voilà que la fille aussi, elle et moi, on s'entendait quoi. La fille aînée de la maman. Elle et moi, on s'entendait. C'était une grande sœur quoi. En fait, c'était ma grande sœur de vraiment loin. Quand l'enfant a eu, je pense, 4 ou 5 mois, elle vient me dire un jour, comment est-ce que tu sais que l'enfant, si n'est pas en santé? Je lui demande comment ça. Elle me dit que non. Chez nous, quand on voit l'enfant très gros comme ça, c'est que c'est l'eau. Il est malade et il faut soigner l'enfant. Si. Je lui demande que soigner alors comment? On l'amène parce que à chaque fois que moi je l'amène à l'hôpital pour faire la vaccination, on ne m'a jamais dit que l'enfant est malade. Au contraire, on m'encourage, on me dit vraiment que je garde bien l'enfant. Elle me dit que non. Est-ce qu'ils connaissent la tradition à l'hôpital? Ils ne connaissent pas les trucs traditionnels à l'hôpital. Je connais un papa là. Il peut te soigner l'enfant si. Parce que si tu ne fais pas attention, l'enfant s'il ne va pas atteindre 1 an. Je dis que comment? Je dis que j'ai eu peur, MJ. DMJ, j'ai eu peur. J'ai dit que j'ai commencé, vous voyez, une petite fille, 20 ans, à peine 20 ans. Le premier enfant, je ne connais rien. Dans tout ça, elle me raconte ça comme ça. Je lui dis que ouais, il faut que je dise à ma mère. Je dis que non, ne dis pas à ta mère. Tu sais que ta mère, elle ne connaît pas trop les choses là, non. Elle va te décourager parce qu'elle ne connaît pas. Et c'est comme ça que tu vas perdre l'enfant. Je lui dis, ok, d'accord. Elle me dit que si tu veux même demain, on part chez le père là. Le père là va te dire. Je dis que ok, il n'y a pas de problème, on va partir. Le lendemain matin, je lui dis que bon, je ne vais pas amener l'enfant parce que vraiment, tu sais que l'enfant. Elle me dit que non, je vais t'aider à porter. Je lui dis non, je ne sais pas. J'avais eu ce pressentiment là de laisser l'enfant. C'est comme ça que sans dire à ma mère, je laisse l'enfant. Je sors, on part. Le matin, on arrive. Elle paie le transport, on arrive chez un papa là-bas je sais pas, je vais quand même dire le nom du quartier, mais c'était à Zamangui, quelque part là-bas. On arrive, mais c'est un village. À l'époque, à Zamangui, c'était encore le village, vraiment le village. On arrive, c'est une cour et tout et tout. Tu vois un peu le genre de cour familial du village là. On trouve les jeunes assis en train de jouer le songo. Après, elle m'amène un peu derrière. Un peu derrière, on entre dans une chambre, on trouve un père couché. Un vieux papa, je sais que le papa l'avait il y a plus de 100 ans. Couché aveugle, c'est le genre de papa qui ne peut même plus s'asseoir. Elle lui dit, c'était un bêtise que papa, je suis arrivée avec elle. Comment je comprends? Je suis arrivée avec elle, veut dire quoi? Le père là me salue,
il tend la main, je serre sa main, il nous fait asseoir, je m'assois. C'était une chambre, il n'y avait même rien d'extraordinaire à la chambre, juste son lit là où il était couché, je ne sais pas trop, et l'autre, le banc, nous sommes assises sur le banc. Il me dit, voilà, tu as un enfant qui est comme ça, il est malade, si tu ne le soignes pas, d'ici 6 mois, il va mourir et tu vas perdre l'enfant, pardon, il faut soigner cet enfant. Moi, je connais les remèdes, c'est ma spécialité et tout, et tout, et tout, et tout. Après, quand je me penche un peu, j'essaie un peu de regarder sous son lit comme ça, là, je vois un style de marmite canarie, je ne sais pas trop, là. Ça me fait d'abord bizarre, je dis, le père, si lui fait même quoi avec le canari que je vois sous le lit, là. Après, j'ai dit, il a dit qu'il est soignant, non, peut-être c'est ça. Il commence à me raconter. Après, il prend ma vie, il raconte ma vie. Oh, machin, ceci, oh, ceci. Il se met à me raconter des trucs sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie. Des choses vraies. Et en même temps, je me rends compte que ce sont des choses que j'avais racontées à cette dernière. Mais bon, je me dis que, comme c'est... Je vous jure que c'était ma première fois. Ma première et ma dernière fois d'entrer dans ce genre de choses, que quelqu'un me dit qu'il soigne, il est machin, soignant, tradit, machin. C'était ma première fois. Et j'entendais souvent qu'il y a des gens qui sont des voyants. Je me suis dit que non, peut-être c'est ça. Mais c'est plus tard que j'ai compris que c'est la fille qui lui avait raconté une partie de ma vie pour me faire croire exactement qu'il soigne, qu'il est soignant. Bon, je lui ai dit, ok, il m'a demandé d'amener l'enfant. On était peut-être un jeudi ou un vendredi. C'était en fin de semaine, en début de week-end, en fin de semaine, début de week-end comme ça. Il me dit de venir avec l'enfant lundi matin très tôt. Et que je vienne avec 30 000 et l'enfant. J'ai dit, ok papa, j'ai compris. On tourne le don pas. Vrai, un cœur me disait, vous voyez, toujours il y a une petite voix qui te dit, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. Une autre voix te dit c'est vrai. Une autre te dit que ce n'est pas vrai. Voilà donc, je disais qu'une petite voix me dit, cette histoire est vraie. Une autre petite voix me dit que c'est faux. C'est comme ça que je rentre à la maison. Nous sommes un jeudi ou un vendredi, je dors. Samedi, c'est la nuit de dimanche qui est très importante. Pourquoi? Je pars la nuit de dimanche. Entre-temps, la fille me dit que je lui dis que je vais trouver 30 000. Elle me dit que non, je vais te donner les 30 000, ne t'inquiète pas. Même si tu me payes après, il n'y a pas de problème. Tu es ma petite soeur, non, tu es mon amie. Si tu peux avoir un problème comme ça, là, je ne t'aide, je ne te soutiens pas. Je vais te trouver les 30 000 francs là. J'ai dit, ok, d'accord. La nuit de dimanche, DMG, je me couche, je dors normalement comme tout le monde dort. Je vois ma grand-mère dans rêve. Et s'il te plaît, je n'ai pas connu ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée, ma propre maman avait 4 ans. Je vois une grand-mère, pas très vieille, mais une grand-mère, une maman qui me dit dans les rêves que ma fille, n'amène ton enfant nulle part, ton enfant en parfaite santé. Si tu l'amènes là-bas, ton enfant sera dérobé de toutes ses chances. Je dis comment? Elle me dit que ma fille, comme je suis en qualité dit là-haut, n'amène pas ton enfant là-bas. Après, elle me tourne le dos, elle continue à parler. J'ai dit que dans l'écho venait, le jour que quelqu'un marche, non, en partant. Moi, je suis restée debout là. Donc, elle est marchée en partant et l'écho venait me trouver là où j'étais. J'ai dit que n'amène pas ton enfant là-bas. Si tu amènes ton enfant là-bas, tu auras un enfant vide. Tu n'auras plus rien. N'amène pas ton enfant là-bas. Garde ton enfant à la maison. Ton enfant n'a aucun problème. Je me suis réveillée le jour là. Quand je regarde l'heure, il était 4 du matin. Je me couche encore, je dors. Je refais le même rêve. Je me réveille en sursaut. Je me couche encore, j'ai fait le même rêve la même nuit 3 fois jusqu'au petit matin. Je vous assure que le matin, là, quand je me suis réveillée, j'ai pris mon enfant, je l'ai serré contre moi très fort. Quand la fille là venait toquer à la maison à 6 heures, je lui ai dit que non, je ne pars plus. Elle me dit, comment ça? Il faut partir. Tu préfères perdre l'enfant? Oh, machin, je lui ai dit que je ne partais pas. En même temps, ma mère me demande que c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a ici là? Pourquoi vous discutez le matin comme ça? Je n'ai pas voulu. C'est elle qui répond à ma mère que non, rien, c'est juste que on a commencé une conversation hier et je n'ai pas dormi la nuit et je voulais que elle et moi on en parle très tôt le matin.
C'est comme ça que ma mère dit, ah, ok, d'accord. Ma mère continue, elle tourne son dos passé. Comme ça qu'on commence à parler à voix basse. Je lui dis que je ne pars plus. Je ne veux plus partir. Si l'enfant meurt, c'est la volonté de Dieu. Et moi, je ne pars pas. C'est comme ça qu'elle est partie, toute fâchée. Elle est partie, elle m'a laissé là. Les jours passent, elle me boudait les jours là. Les jours passent. La même semaine. La même semaine où je ne sais plus, hein, je crois que c'était la même semaine. La même semaine, sa mère et ma mère se retrouvent, comme c'était un nouveau quartier, dont les mamans faisaient le chant. Tu vois, le genre de nouveau quartier là, on fait les chants, on fait les petits chants. C'est comme ça que ma mère et sa mère se retrouvent au chant. Sa mère lui confie que, ouais, ma fille est en train de chercher à aller aux États-Unis. Et je ne sais même pas comment ça va se passer. On espère seulement, on attend. Ma mère vient me dire ça comme ça. Elle dit, ah, c'est bien pour elle. Elle m'avait rien dit. Bon, moi, je me suis dit, ah, quand quelqu'un voyage, on ne dit pas souvent. 2 mois passent, 3 mois passent. Après, ma mère vient me raconter que sa mère a dit qu'elle n'a pas eu le visa. Je reste tranquille. Un jour, elle a les problèmes avec l'une de ses cousines qui était sa complice. Elles ont eu les problèmes. Elle était là venue me dire, parce que après ça, bon, c'est passé, elle ne boudait plus trop, c'était plus trop ça. Elle est venue me dire que sa cousine là, la jalouse et tout. Ah, on a causé, c'est passé. Un jour, sa cousine là, ils ont eu des vrais problèmes. Hein. Tu vois, le genre de problème que jusqu'à les machettes sortent là, que les mamans même s'en mêlent et tout. Voilà donc l'histoire la passe. Un jour, sa cousine me rencontre. Elle et moi, on se rencontre comme ça, en marchant, on se croise. Elle me dit que viens, toi ici là, viens. Comme elle me dit seulement que comme tu es bête là, c'est ce qu'elle me dit, hein. Comme tu es bête là, viens ici, je veux t'ouvrir les yeux. J'ouvre d'abord, c'est comme ça que j'ouvre les yeux. Je dis que, il y a encore quoi? Pourquoi tu me traites de bête? Elle me dit que viens ici là, la petite fille ici, viens. Je pars. On se place là. Elle me dit, comme il faisait soleil, elle me dit sous le manguier, elle me dit que quittons sous le soleil parce que je vais te raconter ce que tu es là depuis, tu montes, tu descends, tu ne sais même pas avec qui tu marches. Je lui demande qu'il s'agit de quoi. Elle me dit que tu te souviens un jour, on devait t'amener quelque part avec le bébé, ton bébé non. Je dis comment? Comme c'était déjà même, ça faisait déjà des mois. Après, l'enfant marchait déjà. Elle me dit que tu te souviens qu'une fois, on a dit qu'on devait amener ton bébé quelque part pour te soigner. J'ai dit oui, une fois, ta soeur. Elle dit, hey, pardon, enlève le nom de. C'est pas ma soeur. Elle et moi, je ne suis pas les soeurs des tueuses. J'ai dit comment ça? Elle me dit que, est-ce que tu sais que l'enfant que tu devais amener là, hein, ton ami, la femme que tu appelles ton amie là, elle devait amener ton enfant pour qu'on prenne ses chances. On fabrique son visa. Son visa, pour qu'elle ait le visa, il fallait les chances de ton enfant. On avait vu, elle avait amené, elle était partie chez son marabout là, elle t'avait amené là. Le marabout là lui a dit qu'elle a une copine, qui a un enfant. L'enfant là, il avait une étoile. C'est l'étoile là qu'on devait utiliser pour qu'elle puisse avoir le visa. Quand tu étais parti là-bas, le père là, n'est-ce pas, il avait une marmite sous le lit. Dans la marmite là, il y avait son visa, son passeport dedans. Dans son passeport, on devait donc utiliser l'étoile de ton enfant pour ramener au truc à l'ambassade et son visa allait passer comme une comme une lettre à la poste. Je dis quoi? Elle me dit que oui. Sache-le donc que l'enfant qu'on te demandait d'amener chez le père, c'était pour que le père dérobe son étoile pour pouvoir fabriquer son visa. J'ai dit hein? Elle me dit oui. C'est donc la personne avec laquelle tu marches, tu montres, tu dis que c'est ta grande soeur, ton amie. C'est donc ce qui devait se passer. J'ai dit, bon, j'étais scandalisée. Un coup, je me dis que non, peut-être, comme elles ne sont plus, la famille s'est gâtée. Elle veut saboter son amie. Après, on se sépare. Je m'avais donc la rencontrer. Maintenant, je lui demande, dis-moi un peu, la fois où tu devais m'amener, monsieur, on devait amener l'enfant. Il s'agissait même de quoi? Elle me dit, c'est passé, non, tu avais refusé, non. Je dis que, mais voilà mon enfant qui est toujours en vie. Elle me dit, tu sais quand est-ce que l'enfant va mourir? Je dis que non, il faut que tu me dises la vérité. Parce que moi, j'aurais appris ci, j'aurais appris ça. Elle me dit que qui t'a raconté les conneries comme ça? Voilà pendant que nous sommes en train de passer, voilà l'une de ses cousines encore qui passe. Elle a seulement dit,
Elle a seulement répondu que j'avais dit l'affaire, c'est que le jour qu'on va découvrir que la vérité finit toujours par triompher. Voilà ça que la fille est toujours au courant que tu voulais amener son enfant pour. Je dis que donc c'est vrai. C'est comme ça que elle et moi, on s'est gâtés. Je suis allée voir sa mère. J'ai dit à sa mère. Quand j'ai dit à sa mère, même sa mère, apparemment, même sa mère n'était pas au courant. Sa mère est seulement venue voir ma mère. Elle a dit à ma mère que, pardon, ce que sa fille fait ne doit pas influencer leur amitié. Sa fille marche tellement chez les marabouts, elle lui a dit que de ne plus partir chez les marabouts. Elle ne fait qu'aller chez les marabouts. Si ça arrive jusqu'au niveau qu'elle veut déjà amener les enfants des gens, vraiment, elle n'est pas d'accord. Parce qu'elle est venue voir ma mère, croyant que j'avais dit à ma mère, alors que je n'avais pas dit à ma mère. C'est là où elle raconte dans l'histoire à ma mère. Ma mère lui demande qu'il s'agit de quoi. Ma mère, elle raconte à ma mère. Ma mère a posé les mains sur ta tête. Que quoi? Donc, je suis à la maison ici, avec une enfant. On vient lui raconter, on vient lui demander de faire un truc. Elle ne me dit pas, maman. Je pouvais encore dire quoi à ma mère. Donc, c'était seulement pour vous dire que, maman, faites attention aux amis. Les amis qui amènent que allons là-bas, je connais quelqu'un, allons là-bas, je connais quelqu'un, allons là-bas, l'enfance ici, pardon, évitez ça. C'est comme ça qu'on vole les étoiles des gens. C'est comme ça qu'on gâte même les enfants des gens. C'est comme ça, je vais citer quoi et laisser quoi. Faites attention, pardon. Ok, sur ce, bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la 9e histoire. Bonjour à tous. Je suis Franck depuis Bata, capitale économique de la Guinée équatoriale. Je tenais à vous partager une histoire afin de sensibiliser les parents, les familles africaines et toutes personnes qui sont à l'écoute de cette note vocale. Bien, l'histoire dont je vais vous raconter ici, c'est une histoire que personnellement j'ai vécue. Et cela il y a des années dans mon enfance. Donc, cette histoire dont je vous raconte s'est déroulée précisément au Gabon, à Libreville, lorsque j'étais encore, parce que maintenant je suis en Guinée équatoriale. Et c'était la période à laquelle ma maman venait d'accoucher ma dernière petite sœur. Et lorsque ma maman était d'abord enceinte, il y a des phénomènes, des choses qu'on a commencé à voir à la maison. Ces choses étaient telles que, quelques mois avant la naissance de l'enfant, à savoir 4 à 6 mois avant la naissance de l'enfant, il y a ma grande sœur qui est venue. Lorsqu'elle est arrivée, il y a eu des phénomènes bizarres, étranges qui ont commencé à se passer dans la maison. De telle sorte que chaque soir, dans la nuit, les ampoules s'égrillaient de tel point que toute la maison se retrouvait dans l'obscurité. Et à chaque fin du mois, lorsque ma mère sortait pour aller faire des achats, des courses pour la maison, c'est-à-dire faire le marché, comme chez nous on faisait les achats une seule fois par mois. Donc, lorsque ma mère sortait pour aller faire des achats, au retour, lorsqu'elle venait, le congélateur se gâtait, le frigo se gâtait, la télévision, un appareil électrodomestique. Donc, il y avait toujours quelque chose qui se gâtait à la maison. Et cela était incompréhensible, on ne comprenait pas pourquoi. Et donc, quand elle venait du marché avec les achats qu'elle sortait faire, les choses se gâtaient. Pourquoi? Parce que le congélateur était en panne, le frigo en panne. Donc, on ne pouvait pas conserver la nourriture. Tout se gâtait. Il n'y avait aucune explication par rapport à cela. Mais, vous savez, comme nous sommes des Africains, et que lorsqu'on sait que ta soeur va accoucher, ta belle-soeur va accoucher, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu te déplaces pour aller la soutenir, de telle sorte que lorsqu'elle va accoucher, vous lui ferez le massage. Donc, 4 mois avant la naissance, ma grande sœur est la première à venir à la maison. Et lorsqu'elle est arrivée, tous ces phénomènes dont j'ai décrit antérieurement ont commencé à se produire. Maintenant, 1 mois avant la naissance du bébé, ma dernière petite sœur, il y a l'ex-femme, on va dire la défunte femme de mon oncle, qui est arrivée à la maison. Et lorsqu'elles sont arrivées à la maison, nous les garçons qui occupaient la chambre, on nous a enlevés, on nous a délogés, on nous a mis au salon. Et nous étions là en train de dormir au salon. Et en dormant au salon, il y a toujours ces mêmes phénomènes étranges là qu'on a commencé à noter et à observer. À partir de 23h58, il y a les lumières qui s'égrillaient dans la maison, surtout au salon. Donc, il y a certaines pièces de la maison qui étaient toujours dans l'obscurité. On entendait, bon, personnellement moi, j'entendais des bruits et je voyais comme des ombres qui se déplacent dans la maison. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc, lorsque ma maman a accouché, la nuit d'après l'accouchement, donc 1 jour après l'accouchement, on était en train de dormir au salon. Et il faisait 23h, je me rappelle bien, donc avant minuit. Et subitement, on a dormi à minuit. À 3h du matin, je me rappelle, je me suis réveillé. Pourquoi? Parce que l'horloge que nous avions à la maison a des
on appelle ça comment? À des croix ou des aiguilles qui reflètent, qui sont lumineuses. C'est-à-dire que même si c'est dans le noir, ces aiguilles-là allument, montrent l'heure, reflètent l'heure qu'il est, même dans l'obscurité. Et je me rappelle, lorsque je me suis réveillé à 3 heures, on était tous dans la maison, dans l'obscurité totale. Et je regarde l'horloge, je voyais les 3 heures. Je voulais me lever, mais j'ai pas pu me lever. J'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui se passait. Et il y avait comme une présence, comme une force qui m'empêchait de me lever pour aller aux toilettes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réassis, je me suis réallongé pour m'endormir. Lorsque je m'endors, je me trouve étant comme dans un lieu grand, vide, noir, avec beaucoup de fumée noire au sol. Donc, il y avait plein de fumée noire au sol. Et donc, j'étais allongé comme ça. C'est donc je me suis mis assis sur les fesses. J'ai commencé à regarder. En regardant, j'ai vu, il y avait devant moi une sorte d'ange. Il avait une longue robe blanche avec une grande paire d'ailes. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Et il a pointé le doigt vers moi. J'ai regardé son doigt. Et ensuite, il a tourné le doigt dans une direction qui était à droite de lui. Comme pour me montrer que, regarde, il y a quelque chose qui se passe. Donc, quand je regarde dans la direction où l'ange me pointait du doigt, je vois ma petite sœur, la dernière de la famille qui venait de naître, qui avait 1 jour de naissance. Elle était en train de flotter dans les airs. Et elle pleurait. Et en pleurant, j'écoutais dans les pleurs, elle pleurait fortement. Et en pleurant, il y avait des ombres qui venaient, comme un groupe de 7 à 8 personnes qui venaient. Et il y avait ma grande sœur devant, on était en train de lui pousser. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je regarde dans la direction où l'ange était, il n'y a plus d'ange. Et je vois ces gens qui arrivent, je comprends effectivement ce qui est en train de se passer. Et d'où je me suis levé, je me suis rapproché. Je me suis placé devant ma petite sœur, mais elle était toujours en train de pleurer. Et j'étais là, j'ai croisé les bras. J'ai écouté comment ils étaient en train de parler en langue franc, c'est un dialecte de chez nous. Donc ils parlaient en franc, ils disaient à ma grande sœur, on est fatigué, tu nous as déjà fait beaucoup de promesses, tu nous as déjà beaucoup promis, voici ta maman qui vient d'accoucher, on ne veut plus entendre parler des bobards. On veut désormais que tu nous livres ta petite sœur. On est fatigué. Soit c'est elle, soit c'est toi. Choisis et décide. C'est d'où j'ai commencé à parler. J'ai dit, écoute, je ne vais pas accepter qu'elle prenne cet enfant parce que cet enfant ne lui appartient pas et ce n'est pas son enfant. Je vais taire les noms des personnes qui étaient, mais je vais juste vous donner une petite information pour que vous voyez qu'il y a quelque chose qui a eu à se passer. Donc, dans ce groupe, il y a ma défunte tante qui était dedans. Il y a mon défunt oncle, il y a ma grande sœur qui était. Il y a d'autres personnes dont je vais taire le nom. Et il y avait aussi mon oncle dans le groupe. Donc mon oncle qui était le mari de la dame qui était arrivée à la maison pour faire l'eau chaude à ma mère. Ils étaient dans le groupe. Et il y avait d'autres personnes ici que je vais taire les noms. Donc, ils ont commencé à parler, disant à ma grande sœur, il est temps que tu prennes l'enfant, tu nous le donnes parce qu'on est fatigué, ta maman vient d'accoucher, on ne veut plus entendre parler de ça parce que tu nous as fait une promesse et le temps est venu pour que tu puisses accomplir ta promesse, tu puisses la tenir. Et j'ai dit, non, cet enfant n'a rien à y voir avec la promesse qu'elle vous a faite. Si elle veut tenir sa promesse, elle n'a qu'à coucher son enfant à elle-même, elle n'a qu'à prendre où elle veut, mais pas cet enfant parce que cet enfant ne lui appartient pas. Et donc, quand on parlait ainsi, on était en train de discuter, il y avait un monsieur au fond, il était nerveux. Et j'ai senti comme si ce monsieur, c'était lui le chef du groupe. Donc, il a dit, vous parlez, vous discutez même. J'ai donné l'ordre, j'ai dit à la fille d'aller le prendre. Donc, il dit à ma grande sœur, j'ai dit, va prendre l'enfant. Donc, quand il envoie, il pousse ma grande sœur pour aller prendre l'enfant. C'est d'où j'ai pris le bras droit, je lui ai donné une gifle sur le revers de la main. Quand je lui ai donné la gifle, il y a d'autres qui sont venus sur moi, se sont jetés, elles m'ont tapé aux côtes et je suis tombé. Parce qu'ils voulaient attraper l'enfant, donc j'ai poussé. Ils sont acharnés, ils sont tombés sur moi. Ils ont commencé à me donner des coups de pied et tout ça. Et pendant qu'ils me donnaient des coups de pied, je me cachais le visage. Et ce monsieur qui était arrogant, parce que je sentais lui comme une force, il était puissant. Et il est venu, voulait me taper un coup de pied. En voulant me donner le coup de pied, j'ai attrapé ses pieds et avec force, j'ai tourné le pied. J'ai senti comme depuis la cheville, le genou, les hanches, j'ai senti comment ça s'est cassé. Donc, tout s'est brisé. Et le monsieur est tombé par terre. Lorsqu'il est tombé, je me suis relevé. Et en me relevant, ils ont commencé à parler d'autres langues. Ils ont commencé à dire des trucs. Et aussitôt, la lumière est revenue, boum, et je me suis relevé, je me suis mis assis sur le lit. Quand j'ai regardé, il faisait déjà 3h40, 3h45, lorsque la lumière est revenue dans ce mur.
À 6 heures du matin, je devais me lever pour aller au salon. Mon papa se lève. Il me dit, lève-toi. Je dis non, je ne peux pas me lever, je me sens mal. J'avais déjà la fièvre. Et tout juste au côté, il m'avait tapé sur l'épaule, je commençais à avoir mal. Je dis non. Il m'a dit, ok, lève-toi, va dans la chambre. Je me suis mis dans la chambre où il dormait. Et en arrivant là-bas, je commençais à avoir mal. La ménagère est venue, elle est en train de faire le ménage. Elle m'a demandé de me lever sur le lit. J'ai dit, je ne peux pas me lever parce que je me sens mal. Il y a ma maman qui est venue. C'est là qu'elle commence à me poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas aller à l'école? Tout le reste, je lui ai dit non. Elle est ressortie. Et subitement, j'ai vu, il y a ma grande sœur avec la femme de mon oncle qui était en train de tourner, comme elle voulait s'approcher de moi, comme pour me dire de ne pas parler de ce dont j'avais vu. Et tout ce qui s'était passé dans la nuit m'est revenu. J'ai dit, mais attends, effectivement, voilà ce que j'ai vu. Et ma grande sœur voulait approcher avec l'autre, mais elles ont vu l'expression de mon visage parce qu'il y avait la colère et tout, parce que je savais ce pourquoi elles étaient venues. Donc, j'ai appelé la ménagère, je lui ai demandé de faire appel à ma mère. Et lorsque ma mère est venue, j'ai commencé à lui relater l'histoire. Elle m'a dit effectivement, hier, vers 3 heures du matin, l'enfant pleurait. Je suis sorti de la chambre pour arriver au salon et dans d'autres chambres, j'ai trouvé toute la maison dans l'obscurité. Je pensais que c'est vous qui avez mis la maison dans l'obscurité. Et je ne savais pas quoi faire. Mais comme c'était comme ça, je suis rentré dans la chambre et l'enfant n'a pas cessé de pleurer. J'étais en train de l'expliquer qu'écoute, voici ce que j'ai vu. Je t'assure que telle personne était, et il y a telle personne qui est ton oncle, lui aussi il était. En fait, je ne connaissais même pas la personne. Vu que j'étais jamais allé au village, je ne connaissais pas ces personnes, au fond, je le comprenais, mais je ne savais pas quoi dire exactement. Donc, lorsque j'étais en train de l'expliquer la chose, et je lui disais qu'écoute, dans ce groupe, à part ton frère et tout le reste des autres personnes que j'ai vues, il y a un monsieur dans lequel j'ai brisé la jambe, j'ai brisé les hanches, c'est pas sûr que ce monsieur-là puisse marcher. Pendant que j'étais en train de l'expliquer la chose, le téléphone sonne et ses parents du village l'appellent lui disant que ton oncle tel est allé en brousse et en allant en brousse pour aller travailler faire les champs, il y a un arbre qui est tombé sur sa hanche et son pied s'est cassé, il est mort. C'est comme ça qu'elle a cru à la véracité de ce que j'étais en train de lui dire. Donc, par cette histoire, je veux attirer l'attention à nos frères et à nos sœurs. Que dans nos familles, nous sommes des Africains, il y a des choses et des réalités qui sont là. Lorsque tu viens d'accoucher, fais attention à qui vient te rendre visite. Lorsque ta mère, lorsque ta femme, lorsque ta sœur, lorsque ta cousine, ta belle-sœur vient d'accoucher, faites très attention aux gens que vous hébergez chez vous parce que vous ne connaissez ni les raisons, ni les motifs qui font en sorte que ces personnes viennent chez vous. D'autres viennent dans l'intention de sacrifier vos enfants. D'autres viennent dans l'intention de prendre vos enfants, de les donner dans les tontines des réunions, dans ces associations sectaires et les loges qu'ils ont. Donc, faisons très attention aujourd'hui par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Donc, entre autres, c'est l'histoire que je voulais partager avec vous afin de sensibiliser et de tirer votre attention sur ce phénomène que personnellement j'ai vécu. Merci à vous. Salutations. Thank you. Là, on passe à la 10e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute ta communauté qui te suit. Je vais vous raconter ma petite histoire. Je devais avoir 9 ou 10 ans. Avant de commencer mon histoire, je n'hésiterai pas de dire si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Partagez, likez, ça ne coûte rien en mettant un petit pouce. Il faut que la page évolue et que ça aille très loin. Donc, je commence mon histoire qui s'est passée dans la ville de Douala. Quand j'avais 8 ou 9 ans, ou 9 ou 10 ans, je ne sais plus trop, mes parents avaient 2 cuisines. Ils ont toujours les 2 cuisines. Une cuisine moderne où il y avait le gaz, la gazinière, tout ce que vous savez là. Et une cuisine qu'on appelle, chez nous, on appelait la cuisine de feu de bois. C'était un petit peu la cuisine où on va faire du maïs grillé, des prunes. Le samedi et le dimanche, ma mère avait pour habitude de faire les beignets maïs ou les beignets farine, quoi. Et puis souvent, c'était une cuisine qui servait en semaine à faire des repas comme le couscous, tout ce qui est salissant, le coq, les trucs un peu, voilà, où vous voyez que vraiment la cuisine est dans un état pas possible. On faisait tout ça là-bas. Et ma mère avait pour habitude de faire aussi les fumées. Elle aimait beaucoup fumer les poissons, les viandes, le poulet. Il lui arrivait de faire le fumé pour mettre au congélateur ou encore de faire le fumé lorsqu'il y avait des gens qui voyagent. Donc,
Nous, ça nous dérangeait pas parce que vu qu'on mangeait ça aussi, donc on avait pour habitude de surveiller le feu, quoi. Donc quand elle va assaisonner les choses, elle va partir se reposer, elle va partir se coucher. Nous, on reste derrière, nous les enfants, on regarde. Donc c'était soit mes cousins et mes cousines, parce qu'on était nombreux à la maison, soit moi ou mes frères. Celui qui ne dort pas tôt, qui regarde un peu la télé, ou bien qui va se lever pour aller faire pipi, profiter pour regarder, quoi. Donc du coup, moi, ce jour-là, je ne dormais pas. Je pense que j'avais une insomnie. Donc j'ai regardé la télé jusqu'à peu près 2h, 3h du matin. Donc du coup, je me suis rappelé qu'il y avait ce poisson-là qui était au feu derrière et qu'il fallait que j'aille jeter un coup d'œil, même si je voulais continuer ma télé. Donc du coup, je suis partie. Et ce jour-là, tout le monde dormait à la maison. Je me rappelle que je n'ai vu personne sur mon chemin. Je marchais toute seule dans la nuit vers la cuisine. Et je suis arrivée, j'ai trouvé que le feu avait un petit peu baissé. J'ai rajouté du bois, donc ça a repris. Et puis, j'ai jeté un peu un coup d'œil pour voir si ça n'était pas brûlé, si c'était bien, quoi. Après, quand j'ai voulu me retourner pour partir, voyant que le feu avait pris, j'entends des petits bruits derrière moi. Sur le coup, comme je n'ai vu personne, je me retourne. Donc je regarde, je vois un hibou sur le portail, quoi. L'hibou était placé, il me regardait. Et je dis, mais quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas d'hibou, il n'y avait rien. Et pourquoi il y a cet hibou? Donc je le regarde, il me regarde. Et à un moment, il y a un truc qui m'a dit, pars, c'est-à-dire va dans la maison, quoi. Et il y a un autre truc qui m'a dit, avance-toi vers lui. Je ne sais pas pourquoi, j'ai écouté plutôt la voix qui me disait, avance-toi vers lui. Donc, je m'avançais vers lui. Je retournais en arrière et pourtant, j'étais en train de partir, hein. Et lorsque je m'avance, je vois qu'il n'a pas peur de moi, il ne s'éloigne pas, il est toujours là. Et il n'a pas bougé. Donc, c'était un peu bizarre parce qu'on se regardait, mais je ne bougeais pas, je ne partais pas. Et après un moment, il y a le gardien qui s'est levé. Je ne sais pas là où il était. Et puis, il venait vers la cuisine de bois, quoi. Il m'a trouvé figé sur place en train de regarder. Et puis, en fait, l'hibou, quand il a vu que le gardien venait, bah, il est parti. Moi, je me suis retrouvée là seule, comme si je regardais dans le ciel et pourtant je ne regardais pas dans le ciel. Au départ, il y avait quelque chose. Donc du coup, quand le gardien il est venu, je n'ai pas parlé. Je suis seulement rentrée, je suis partie et je suis rentrée dans la maison. Quand je suis arrivée dans la maison, il n'y avait toujours personne. Mes parents dormaient, donc je n'ai pas pu raconter à quelqu'un ce que j'avais vu. Le lendemain matin, j'ai essayé d'en parler avec une de mes cousines. Comme on était nombreux à la maison, bon, elle ne savait pas trop quoi me dire. Elle a préféré qu'on est tous réunis là pour raconter et pour voir la réaction des gens, quoi. Donc, du coup, elle a raconté, on était peut-être 8 personnes comme ça. Et mes cousins, ils ont dit non, il faut pas garder ça pour toi, il faut dire à maman et papa, tout ça. Et mes frères aussi, ils étaient un peu sceptiques, quoi. Donc, du coup, ils ont dit non, il faut en parler, il faut que les parents ils sachent, quoi, parce que l'hibou, ce n'est pas trop une bonne chose. Moi, bon, j'étais très jeune, j'étais petite, donc je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et plus tard, dans l'après-midi ou dans la soirée, je vois ma mère assise seule et elle épluchait son manioc. Donc, je viens vers elle, je lui dis, maman, est-ce que tu veux de l'aide? Elle me dit non, mais je m'assois quand même à côté d'elle. Je dis, j'ai quelque chose à te dire. Elle me dit quoi? Je dis, j'ai vu l'hibou hier sur le portail de la maison et en fait, l'hibou me fixait. Et en fait, il y a une voix qui me disait, pars, donc fuis. Et une autre voix qui me disait, reviens, enfin, viens vers lui. Et je suis venue et on s'est fixé pendant un moment. Et quand le gardien s'est levé pour venir regarder ce qui se passait, l'hibou s'est envolé, il est parti. Elle me dit, l'hibou. Elle était un peu, voilà, elle ne croyait pas trop. Elle croyait que j'avais juste vu un oiseau. Mais elle, voilà, elle n'a pas dit quelque chose de plus. Après, j'ai dit ça à mon père dans la soirée. Il est en train de manger. J'ai dit, papa, j'ai vu l'hibou. Il me dit, tu as vu l'hibou où? Je dis,
hier, quand je suis venue regarder le poisson fumé de maman, j'ai vu l'hibou. Il me dit, l'hibou, même lui, il faisait une tête un peu, c'est pas qu'il me croyait pas, mais il se posait des questions, que ça vient chercher quoi là. Donc, quelques temps, quelques temps après, mon père, il me dit, ta maman, elle va encore faire des trucs ce soir. Je dis, je sais pas. Alors, je demande à ma mère, elle me dit, oui, comme le poisson, il n'avait pas bien séché, elle va remettre le même poisson sur la grille, histoire de que ça sèche. Donc, le soir, là encore, j'avais fait de l'insomnie. Je retourne regarder le poisson et je revois l'hibou qui vient encore. En fait, à chaque fois que je descendais à la cuisine là-bas, il revenait. Il venait, il se posait sur le portail et il me regardait. Et moi, j'étais occupée à regarder le poisson, en fait. Donc, quand je pars, c'est quand je veux partir que je m'en rends compte. Et il fait des petits bruits, là, d'une façon, là. Donc, tu finis par savoir qu'il est là, quoi. Il y a quelque chose. Donc, une deuxième fois, j'ai vu les bouts. J'ai redit ça le lendemain matin. Mon père, il était encore sceptique. Ma mère, elle m'a écouté, mais elle n'a pas dit quelque chose. Et mes cousins et tout, certains avaient commencé à prendre un peu peur, quoi. Et puis, d'autres ne ressentaient spécialement rien. Et puis, mon père, comme il a vu que je parlais beaucoup de ça, il a dit, bon, il va voir l'hibou avec ses propres yeux. Donc, il a éteint partout dans la maison un soir, le troisième soir. Et puis, il avait demandé à ma mère de mettre des choses au feu, un peu comme elle fait d'habitude, quoi. Et que moi, je descende là-bas et il veut voir l'hibou que je dis que j'ai vu. Donc, on éteint toutes les lumières, tous mes cousins et mes cousines vont se coucher. Ma maman, elle va aussi se coucher. Mon père, il a pris le fusil. En fait, comme il a une arme à feu, il a un permis de tir. Il a pris son fusil pour aller avec moi. Et il s'est placé à un endroit et il m'a dit d'aller comme je pars d'habitude parce que si l'hibou nous voit ensemble, peut-être il ne viendra pas. Donc, il faut que je descende toute seule. Et lui s'est placé à une fenêtre. Voilà, je pars toute seule. Au départ, il n'y a rien. Quand je fais comme si j'arrangeais le feu, l'hibou vient. Donc, mon père est caché à un endroit, il voit bien l'hibou. Mais en fait, de là où il est mal placé pour tirer. Donc, ce qu'il fait, c'est que il sort, mais tout discrètement. Il marche sur les bords de la véranda comme ça. Et il se place à un angle où il pouvait tirer. Et moi, comme je suis à la cuisine de bois, donc je savais déjà ce qui allait se passer. Donc, je me mets plutôt derrière le fût de poisson, en fait. Et puis, il tire sur la barrière là où il y avait l'hibou. L'hibou touché, l'hibou tombe de l'autre côté de la barrière, donc à l'extérieur. Voilà, quand il a tiré, bon, le gardien est venu pour voir qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi il y avait ce bruit de tir. Et le gardien m'a trouvé caché derrière le fût de poisson. Vraiment, j'avais très très peur. Et c'était la première fois que voilà, j'entendais le bruit de l'arme à feu aussi près. Quand je suis sortie de ma cachette, ma maman, elle était réveillée, hein. Elle a pu dormir finalement. Et puis, mon père est parti chercher la dépouille de l'hibou avec le gardien à l'extérieur. Et ils ont vraiment vu ce que je disais, quoi. Sauf que euh, ce soir-là, ils ont mis l'hibou à cuire dans les flammes, dans le feu, là. Et puis, on en a pu parler. Le lendemain matin, on est venu appeler mon père pour lui dire qu'il y a un oncle dans son village qui est décédé. En fait, mon père, il habite dans son village, tu vois. Donc, du coup, l'oncle qui est décédé non loin de chez nous, en fait. Donc, on est venu lui dire, ah oui, tu sais, tel de tes oncles est décédé. Et lui, il n'a pas fait le rapprochement entre l'hibou sur lequel il avait tiré et son oncle en question. Donc, du coup, voilà un peu ma petite histoire. Après, il a été au deuil et tout, voir la famille, tout ça. Mais voilà, c'était un peu ma petite histoire. Maintenant, la morale, à chacun de mettre son commentaire. Et
pour dire que voilà, c'était cet oncle-là qui était en hibou. Parce que apparemment, ce qui s'est dit là-bas au deuil dans le village, on aurait tué son totem. Parce que lui, en fait, il est mort juste le lendemain où mon père avait tiré, quoi. Donc, merci de m'avoir permis de raconter mon histoire. Au revoir et à bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est la dernière histoire. Et on se donne rendez-vous demain à 12h00 pour 10 autres histoires mystiques. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.